Contribue à la renaissance de son club, les Dallas Mavericks. À toi la pamplemousse, à moi, non à toi. Wow, Michael, super. From coast to coast. Get that, baby. Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Suivez Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée, Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, où vous pouvez nous envoyer vos commentaires et vos questions. Ça nous fait super plaisir d'échanger avec vous. D'ailleurs, cette semaine, dites-nous dans quel état d'esprit vous êtes après 6 matchs de saison régulière. Moi, j'avoue que personnellement, parfois, je suis désespéré, je suis déçu parce que cette saison, elle commence pas comme j'avais prévu, hein. J'avais dit que les Mavs allaient avoir 50 victoires, c'est quand même mal barré. Mais parfois, je suis assez optimiste parce qu'il y a des flashs, il y a des joueurs qui nous sortent des gros matchs, il y a des joueurs qui progressent. Donc, bon, je ne sais pas encore dans quel état d'esprit je suis, mais je vais te poser la même question à Quentin. Salut Quentin, dans quel état d'esprit es-tu ? Salut Bern, salut tout le monde. Je suis pas au mieux, pas au pire non plus par rapport à nos Mavs. C'est à peu près l'endroit où je nous attendais. On passe quand même vraiment pas loin d'être dans une situation encore plus critique parce qu'on en parlera, mais la dernière seconde du match face à Indiana, je ne sais pas vous, mais moi, vraiment, je l'ai vu dedans. Donc, je m'attendais vraiment à ce qu'on fasse un débrief catastrophe. Là, c'est pas catastrophe, mais on était vraiment à ça que ça le soit, quoi. Donc, bon, début de saison compliqué qui se confirme. Et je suis avec Nico. Alors Nico, est-ce que tu te fais à l'idée que les Mavs vont pas être super forts là au retour de Kyrie Irving ? Ouais, je me fais à la patience, on va dire ça comme ça. Je me fais à la patience et je me fais un début de saison qui n'est pas celui qui est attendu. Après, mon optimisme faisant, je me dis et si. Et s'ils avaient arraché la victoire contre OKC, c'était pas si loin. Et s'ils avaient arraché la victoire contre Détroit, ils étaient pas loin non plus hier soir. Donc je veux pas verre à moitié plein, tu vois. Pas verre à moitié vide. Et on a des semi-bonnes nouvelles là, du côté de Jason Kidd. Hier, après match, il nous a dit quelque chose sur Kyrie Irving. Moi, je n'ai pas entendu, moi, mais a priori, il y a des chances peut-être qu'il reviendrait cette année. C'est très surprenant, en fait. Ce qu'il a dit en synthèse, en une phrase, en gros, il disait qu'il avait hâte de retrouver Kyrie Irving. Bon, ça, c'est pas un scoop. Tout le monde a très envie de le retrouver. Mais il disait éventuellement en 2025, alors, ce qui serait plus tôt que prévu, honnêtement. Moi, je l'attendais plutôt en février, voire mars. Donc, lui qui est si précautionneux d'habitude, le fait qu'il évoque cette option-là, ça redonne un peu de sourire, on en a besoin. C'est ça, il a dit « J'espère que ça sera en 2025 ». Pour qu'il dise cette phrase, c'est que c'est possible. Donc, on parle d'un truc à 5%, à 30%, je sais pas. Moi aussi, ça me paraît quand même très complexe pour un joueur de cet âge-là. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que c'est possible, donc je pense que ça veut dire qu'au moins tout se passe bien au niveau de la rééducation. Alors c'est notre deuxième émission de la saison. Après la première, les Mavs avaient 1 victoire et 2 défaites, et on était un peu paniqués, hein, parce que les Mavs jouaient vraiment mal, surtout en attaque. On reprend cette nouvelle émission 3 matchs plus tard. Les Mavs ont encore eu 1 victoire et 2 défaites, mais il y a un peu plus de jeu. On est un petit peu plus optimiste sur le côté visuel de cette attaque des Mavericks. Donc on va revenir dans cette émission sur le match de hier soir contre Détroit, le match contre Indiana, et puis ce match contre OKC en début de semaine. Mais avant, j'aimerais qu'on parle de quand même ce qui s'est passé contre Indiana. Après 6 minutes de jeu, blessure d'Anthony Davis. Alors, vous vous rappelez, les gars, on se disait, Anthony Davis, cette fois-ci, il est en forme. A priori, on espérait qu'il n'allait pas trop se blesser. Résultat, au bout de 5 matchs de saison régulière, il est déjà blessé. Il était listé probable pour ce match au niveau du talon d'Achille. Et c'est finalement au mollet qu'il s'est blessé. Enfin, les Mavs ne communiquent vraiment pas beaucoup sur ce sujet. Quentin, qu'est-ce qu'on sait de la blessure d'Anthony Davis ? Alors déjà, le hasard du sort, quand même, qui est très drôle dans cette histoire, c'est que c'est la même blessure que Luka Doncic a eu, hein, qui a amené à tout ce dont il s'est passé entre le 25 décembre 2024 et, vous savez, le 2 février. Ça, c'est quand même un bel hasard. Donc, officiellement, c'est le bas du mollet qui est touché. Et ce qu'on sait, c'est qu'on parle quand même de day-to-day. Donc, ce n'est pas quelque chose
qui a l'air très grave pour le moment. Il a été mis out pour le match contre Détroit et le match contre Houston, qui aura lieu demain soir. Et puis ensuite, ils ont dit, on verra bien ce que ça donne. Donc, ce n'est pas alarmant en soi pour cette blessure-là, mais c'est quand même pas rassurant pour un 5e match de la saison que Anthony Davis soit déjà blessé. Et c'est vraiment les blessures qu'on n'aime pas. C'est sans contact, d'un coup il se tient la jambe. Voilà, ça commence. Ouais, en plus, il n'y a pas que lui. Hein. Il y a eu des matchs sans Lively, sans Gafford. Bon, alors, Gafford est revenu hier soir contre Détroit, mais on n'est pas... Bon, bien sûr, celle de Kyrie Irving. Les Mavs, encore une fois, cette saison, vont pas être épargnés par les blessures. Ouais, on est dans la précaution. Je pense que là, on est dans la précaution avec Anthony Davis. Donc après, de toute façon, on n'est pas Madame Irma. On peut pas savoir les blessures qu'il va avoir et qu'il va pas avoir. Il se blesse. Bon, honnêtement, je préfère que ce soit une blessure au mollet que les tendons d'Achille. Ça fait tout de suite très peur, surtout à son âge. Donc, ils font preuve de précaution. Ils le reposent et ils n'ont pas envie de précipiter la chose. J'espère que ça sera juste une question d'une semaine et qu'on va le récupérer. Parce qu'on en a bien besoin. Parce que hier soir, on a pris une rincée dans la raquette. Avec Anthony Davis, ça aurait été une autre mayonnaise, là. Mais il n'était pas là, donc on a dû faire avec. Exactement, les Mavs hier soir jouent contre Détroit. Ils perdent 122-110. On regarde le score, on se dit ça a été quand même un gros écart, mais finalement quand on regarde le match, à 4 minutes de la fin, les Mavs mènent. Et là, ils se prennent un 17-4 dans les 4 dernières minutes du match et pour finalement perdre de 12 points. Ils étaient pas loin finalement, mais comme tu l'as dit Nico, ils se prennent une rincée à l'intérieur. Là, je regardais les points dans la peinture, 72 pour Détroit et 26 pour les Mavs. Horrible. Quentin, tu as regardé le match, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur ? J'ai regardé ce match en live. Donc officiellement, c'est notre premier match à l'extérieur, mais en fait, on était à domicile. Hein. C'était à Mexico City et c'est une ville qui est quand même bien acquise à notre cause. Donc d'ailleurs, mini parenthèse, mais on est en 2-4 alors qu'on a fait 6 matchs à domicile. Donc vous m'avez compris, c'est quand même pas très rassurant. Bref, donc ce qui s'est passé face à Détroit, c'était vraiment un match de run. Où en fait, dans le début du deuxième quart-temps, on fait n'importe quoi, les Pistons qui prennent 10 points d'avance, et après c'est nous qui faisons un run qui repassons devant. C'était assez plaisant à regarder de ce point de vue-là. Et jusqu'à 4 minutes de la fin, comme tu as dit, en fait, les équipes, ça se rendait vraiment très très bien. Ce qui s'est passé, c'est l'opposé de ce qu'à un moment on a dit dans notre preview, en disant on risque de manger des matchs où en fait l'adversaire va aligner à 3 points parce qu'on va verrouiller l'intérieur. Et là, du coup, c'était l'inverse. On était très faible à l'intérieur. On s'est fait exploser par Jalen Duren. Gafford était en limitation de minutes. Donc on n'a pas trop pu le faire jouer. Et par contre, en revanche, nous, on a artillé à 3 points. On a été globalement bon à 3 points. Mais à l'intérieur, oh là 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 là, c'était compliqué. Et les Pistons ont un des joueurs qui se rapproche le plus sur certains aspects de Luka Doncic, en personne de Cade Cunningham, qui s'est régalé à la passe. Vraiment, il a fini avec 21 points, 18 passes D, un truc comme ça. Et du coup, les deux nous ont disséqués. On n'avait pas d'armes pour défendre à l'intérieur. Gafford était limité en minutes. Et notre cher Dwight Powell, à qui on fera des compliments dans le podcast à venir, c'était trop compliqué face à Duren, qui est un vrai joueur très solide à l'intérieur. Ouais, c'est quand même l'ironie. Hein. Les Mavs sont censés être énormes à l'intérieur. Et là, bien sûr, avec les blessures de Lively et de AD, et puis les minutes limitées pour Gafford, bon, il n'était pas à 100%. Hein. Ça a été extrêmement compliqué, Nico. On retrouve les Mavs d'il y a quelques années, finalement. Ouais, Jalen Duren, c'était la version prime de Shaquille O'Neal hier soir. Mais la réalité, c'est qu'au-delà des points de Jalen Duren, c'est qu'on s'est fait pilonner dedans constamment, en fait. Le nombre de paniers de cross qu'on a pris dans la raquette, on n'avait aucune force de dissuasion. C'était un petit Gafford. Hein. Il est rentré, on était content de le retrouver sur le terrain, mais on sent qu'il n'est vraiment pas encore remis à 100%. En plus de la restriction de minutes, il était loin du Gafford dominant. Et c'est normal, hein. Il a besoin de temps un peu pour reprendre le rythme. Mais ouais, on s'est fait bouffer dedans atrocement. Cade Cunningham, qui est un joueur extraordinaire. Vraiment, je kiffe ce joueur, qui est accessoirement de Arlington, de Dallas, la banlieue de Dallas. Il a un moment dans sa vie, il a envie de passer du temps avec les Mavericks, on l'accueille avec grand plaisir. Mais ouais, on n'est pas passé loin, honnêtement. C'était frustrant parce que on a très bien tenu. On avait l'impression, malgré le fait de se faire pilonner dedans, avec notre réussite extérieure et un très grand Dilo, on va en parler, je pense. Pas que ça, mais il a fait un grand match. On a tenu, mais honnêtement, ma synthèse, c'est qu'il n'y avait plus d'essence dans le réservoir à la fin. La rotation, elle a été trop courte et que le miracle de tenir, parce que je pense que c'était quand même un miracle, il n'a pas tenu jusqu'au bout. On a un peu lâché, quoi, malheureusement.
Pour une fois, problème PJ des Mavs, Washington a pas répondu. On va pas lui en vouloir. Pour moi, c'est limite notre meilleur joueur depuis le début de saison. Pour une fois, voilà, il a aussi été, il était pas dedans. Et en l'absence de AD, de Kyrie, c'est lui un peu qui doit mener l'équipe. Là, c'était pas le cas. Donc D'Lo a fait un super taf, mais ça manquait de leadership sur la fin. Cooper Flag c'est troué aussi. Donc c'était trop juste face à un duo en face qui a joué très 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 juste. Et du coup, record en carrière pour Jalen Duren. 33 points. et un autre problème chez les Mavs, on en a parlé dans le podcast précédent, c'est les pertes de balles. Encore une fois, c'est dommage parce que ils étaient pas mal jusqu'au quatrième où là ils se prennent, ils font 7 pertes de balles. C'est un peu ça qui a coûté le match finalement, hein. On est à 15 pertes de balles sur tout le match et 7 dans le quatrième quart-temps. Et ça pardonne pas à ce niveau-là. Si t'enlèves les 7 du quatrième pas quart-temps, c'est acceptable, on va dire, d'être à 8 pertes de balles en 3 quart-temps. On sait on l'a dit dans des podcasts, c'est là où il faut qu'on travaille. On a globalement bien travaillé là-dessus, mais dans le quatrième, il y a eu un petit peu de relâchement ou les réservoirs qui étaient vides, mais peu importe. C'est ça aussi qui nous coûte le match. Faut pas chercher midi à 14h. Donc je veux voir le verre à moitié plein. Il y a eu des progrès sur 3 quarts-temps déjà de ce point de vue-là. On sait qu'il faut continuer à taffer ça parce qu'on a vu qu'on a pu les regarder dans les yeux. Des 3 qui est quand même pas une équipe dégueulasse. On a pu le faire aussi face au OKC. Donc il y a quand même du mieux de ce point de vue-là, mais voilà, c'est pour moi l'aspect prioritaire sur lequel les joueurs qui sont disponibles actuellement doivent taffer en attendant que Kyrie revienne. C'est pour ça que je disais et si, parce que si on avait eu 1 ou 2 joueurs de plus dans notre rotation de premier plan, je pense vraiment que le match aurait été différent. Que ce soit un Lavely ou un Anthony Davis, le match aurait probablement été beaucoup plus équilibré, voire on aurait pu quasiment le dominer. Donc, après, il n'y a pas de défaite honteuse, il y en a rarement. Il n'y a pas de défaite encourageante non plus, ça reste des défaites. C'est un peu frustrant parce que entre celui-ci et OKC, tu te dis et si, après on va parler d'Indiana, hein, ça peut aller dans l'autre sens, mais on aurait pu en arracher un des deux, ça n'a pas été non plus totalement immérité, hein. Mais c'est sûr qu'elles sont pas honteuses comparées à la défaite face à Washington, par exemple. Voilà. Ouais. Washington qui aujourd'hui est en 1-5, je crois, hein. Donc ils ont eu qu'une victoire. Voilà, C'est ce que ça je c'est pour regardais. moi, ça c'est une défaite un peu honteuse quand même à domicile. Le reste, voilà, face à Détroit, on n'était pas du tout favoris. On a fait ce qu'on pouvait. Donc c'est pas une défaite honteuse face à Détroit. C'est un peu dommage, mais voilà. Ça joue mieux quand même. Visuellement, c'est quand même plus agréable à regarder. Et je pense que c'est évident pour tout le monde. Enfin, pour nous, en tout cas, c'est que les Mavs jouent mieux avec un meneur. Et pourtant, chaque match, le 5 de départ, même si on le voit pas beaucoup, eh ben, il est sans meneur. Et encore une fois, là, contre Détroit, on se fait les 4 premières minutes sans meneur et on se dit, mais c'est pas possible, ça marche pas. Pourquoi c'est encore Ouais. cette histoire de statut, là, Nico? Après, moi, je vais nuancer le truc. Je comprends et je suis évidemment en phase avec cette théorie-là. Après, pour moi, c'est une histoire de statut à ce stade-là. Je vais pas regarder ce qu'il y a au début. Il est parti sur cette orientation-là avec, de toute façon, Cooper Flag au poste de meneur de jeu. Ce qui est le plus important, finalement, c'est les minutes passées et les minutes passées à la fin. Honnêtement, c'est assez clair que D'Lo, chaque match passant, il prend une part plus importante dans l'équipe. En même temps, je trouve que Klay Thompson prend une part moins importante dans l'équipe et que Max Christie devient de plus en plus essentiel sur la ligne arrière. Donc au-delà de ce qu'on voit quand ça commence le match, il y a une hiérarchie d'équipe qui commence à se mettre doucement en place. Et il ne va pas brutalement changer son 5 majeur, mais il adapte, je trouve, comme les minutes qu'il donne à des joueurs et les minutes qu'il ne donne pas à d'autres. Oui, c'est ça. Hier, il est à moins de 20 minutes, Klay Thompson, hein. Alors que D'Lo est quasiment à 30, que Christie est à 33. Donc, totalement aligné avec ce qu'a dit Nico. Et puis, il me semble qu'hier, un journaliste a posé la question directement à Jason Kidd, cette histoire de Cooper Flag meneur. Et Kidd qui a dit l'important, c'est comment est-ce qu'on sera capable de mener des possessions en avril, quand Kyrie sera là. Et j'ai envie aussi de responsabiliser Cooper Flag sur ce début de saison. Donc, en fait, je pense qu'il assume le côté, il va avoir des pertes de balles, il va avoir un peu des trucs dégueulasses, mais c'est comme ça qu'il va apprendre, pour qu'aussi il puisse être prêt rapidement quand on lui demandera des fois de gérer balle en main quand on sera en avril. Donc bon, ça m'a fait rire parce qu'on est quand même pas bien parti pour être qualifié en avril pour l'instant, mais je comprends l'argument, tu vois. Par contre, la question d'Ilo va quand même se poser. Je pense, c'est... Bon, s'il veut le faire jouer en 6e homme toute la saison, pourquoi pas, mais à un moment... faudra quand même voir ce que ça peut donner, surtout s'il continue à monter quand même
en compétences comme ça, parce qu'il a quand même un certain statut, Dilo. C'est un All-Star. C'est pas n'importe qui par rapport à son passé. Donc, faudra voir. Mais je suis pas pour tout chambouler très rapidement. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc, il faut qu'il reste ouvert à des changements. Et puis, on verra comment ça évolue. Ouais, parce que là, hier, Dilo, il nous fait un gros match, 33 points. Il était à 10 sur 17 au tir, 3 points, quand même, ça c'est à noter. Et puis 7 passes. C'est le meilleur match de Dilo depuis le début de saison. Là, il nous a montré qu'il pouvait être très performant. Nico, 7 rebonds, pas 7 passes D. Ouais, les qualités de scoreur, elles sont pas disparues. Hein. Et effectivement, tu as raison, Quentin, il monte en puissance. Enfin, c'est vraiment l'impression visuelle. Il monte en puissance et il monte en confiance. Tu vois, dans son shoot extérieur, il pouvait shooter 2 mètres derrière la ligne, il n'y a aucun problème, il envoie. Et puis ça tourne bien parce qu'ils en avaient sacrément besoin. Il s'impose quand même là, alors dans une équipe qui est diminuée, mais il s'impose comme un des leaders créatifs et au scoring des Mavs, assez clairement. Donc, tu as raison, ça va être difficile de le garder sur le banc éternellement. S'il met 33 à chaque fois, enfin il met 30 en étant 6e homme, à un moment ça devient compliqué. On est sur un seul match pour l'instant où effectivement, qui est très réussi comme ça. J'espère qu'il y en aura d'autres. On a vu qu'effectivement, quand il prend chaud comme ça, il y a peu de joueurs dans l'effectif aujourd'hui qui peuvent prendre feu comme ça et faire ce qu'il a fait hier. Même PJ Washington n'est pas à ce niveau-là. Il y a même des fois où il m'a un petit peu frustré, où en fait il venait de mettre un panier à 3 points et la possession d'après, bam, direct, il dégainait alors qu'il restait 18 secondes à l'horloge. D'un côté, tu dis, bon, ok, c'est ton hit check pour voir si t'es vraiment chaud. De l'autre côté, je me disais, il y a peut-être mieux à faire que ce truc-là. Mais bon, il l'a mérité. Il met quasiment 50% des 3 points de l'équipe. Donc on voit qu'on a quand même vraiment le potentiel d'avoir un joueur qui peut te débloquer des matchs. Et voilà, je vois là, PJ Washington 0 sur 6 à 3 points. Je pense que si on avait un PJ acceptable, Dilo voilà, aurait été MVP de cette rencontre et il aurait pu nous permettre d'aller chercher la win. Donc c'est rassurant. Après, il faut garder à l'esprit que un 7 sur 13 à 3 points, c'est pas tous les jours. Hein. C'est loin d'être tous les jours ce genre de performance. Donc moi, j'en attends aussi un peu plus de régularité d'un point de vue des passes décisives. Donc c'est un très bon match de sa part. Et puis j'ai hâte de voir comment ça continue pour éventuellement discuter d'une place de titulaire. Absolument. Alors, les gars, parlons de ce match contre Indiana cette fois-ci. Alors, celui-là, il était contre une équipe très diminuée. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de blessés du côté d'Indiana. Et on a eu nos joueurs, nos petits chouchous là, qui nous ont fait plaisir finalement dans ce match. À commencer par notre ami Dwight Powell. Avec ses 18 points, il est arrivé avec la blessure d'Anthony Davis au bout de 6 minutes. On a vu énormément de Dwight Powell. Il nous a régalé. C'était vraiment excellent de le voir. Et Quentin, c'est un peu ton... Je sais pas si c'est ton chouchou, parce que c'est un vétéran, donc ça peut pas être ton chouchou, mais c'est un joueur qu'on aime revoir sur le parquet. Ouais, il y a un statut très spécial. À propos de chouchou, je vois que tu n'as pas voulu qu'on parle de Cooper Flagg face à Détroit. Pas de souci. Moi aussi, j'aime pas trop dire du mal de Cooper Flagg, donc passons le match de Flagg face à Détroit. Oui, Dwight Powell, moi je l'aime beaucoup pour une simple raison déjà, c'est que c'est... Attends, je regarde si j'ai pas dit de conneries, mais il me semble. C'est le dernier joueur de l'effectif qui a joué avec Dirk Nowitzki. Vous connaissez mon amour pour Nowitzki, là, et les 20 maillots qui sont derrière moi. Et en fait, rien que pour ça, déjà, il y a une attache particulière pour Dwight Powell, pour ce qu'il représente. Le mec, ça fait 10 ans qu'il est là. À part ces 3 matchs de merde qu'il a joué quand même, parce qu'il était drafté par les Celtics, il a fait toute sa carrière à Dallas. C'est un vrai Maverick, j'aime beaucoup ça. Donc, rien que pour ça, je suis content qu'il soit là. Et puis, hier, contre Indiana, on n'avait pas nos trois pivots. Le mec, il sort alors qu'il n'est pas censé jouer et il nous a fait un match super clean. Il a dunké, un bon dunk comme s'il avait 26 ans. Et il a été super propre au lancer franc, alors qu'il c'est pas vraiment son fort, hein, normalement, les lancers. J'ai adoré le match de Dwight Powell et j'ai vu que tout l'effectif, tout notre banc a adoré que Dwight Powell nous sorte ce match. Donc, c'était vraiment un bon truc pour les fans, pour l'effectif, pour tout le monde qui nous sorte ce match référence. Et c'est cool qu'on ait cette victoire. Il montre qu'on peut compter sur lui malgré son statut de joueur normalement qui est censé cirer le banc et juste réchauffer le vestiaire, quoi. Quand il était à la ligne de lancer, il y avait donc c'était à domicile, il y avait tout le stade qui chantait MVP. Donc j'imagine que c'est Most Valuable Powell. Exactement. Et du coup, ça c'est cool. plutôt sympa. Bah ouais, franchement, c'est super ce genre de moment. Et vas-y, Nico, tu as un commentaire sur Dwight Powell? Non, je veux dire, on a eu un peu un ascenseur émotionnel parce qu'on a commencé, quand on voit Eddie qui se blesse quasiment dès le début du match, on s'est dit on est déjà sans Gafford, sans Lively.
J'avoue que moi j'aime bien en tant que personne Dwight Powell, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit capable de donner autant de bonnes minutes et de faire un match aussi propre que ce qu'il a fait. Donc c'était plutôt inquiétant. Donc c'est cool, c'est cool, tu vois, on parlait de notre embouteillage et que Dwight Powell a agité les serviettes, bah là tu vois, il s'est Ouais, retrouvé à putain, faire 25, 30 minutes et Ouais, effectivement c'est il a ça, réussi 30 à minutes, enchaîner. 18 30 minutes. points. Enfin, très très propre. Donc c'est. Allez, enfin, d'ailleurs, il n'y a pas que lui, hein, enfin, le- la, la force de l'équipe est venue du banc. Et je trouve qu'il a vraiment bien mené l'équipe comme ça. Alors que bah, Klay Thompson était encore en perdition. Enfin voilà, on a vraiment eu besoin de lui. Et la victoire, bah, vous savez qu'elle se joue à rien. Donc clairement, il est l'artisan principal pour moi de cette victoire avec Brandon Williams. Mais pour moi, voilà, Dwight Powell MVP. Je pense qu'on ne pourra pas plus souvent dire cette phrase dans le reste de notre vie de fan de Mavericks. Peut-être c'est la dernière fois. Donc je suis content qu'on puisse le dire, quoi. MVP du match. Allez, Le co-MVP quoi. co-MVP avec Brandon Williams, c'est lui, Nico. Bah alors lui, pour le coup, c'est notre chouchou hein, chez Audi Mavs depuis l'année dernière. On l'avait un peu oublié, finalement. Moi, Ouais, j'avais un peu complètement. oublié. Il n'était plus dans la rotation. Et là, tout d'un coup, Alors, est-ce que vas-y, vous savez je t'en pourquoi il prie. était plus dans la rotation? Ah, exactement. Ouais, attends, il y a une Vas-y. double raison, hein. Il y a une double Bon, raison. c'est quoi la Ouais, deuxième ouais, raison? il y a une double raison. La première, c'est qu'il était, quand il dit raison personnelle, il était à un enterrement d'un de ses proches précédents, 3 jours précédents. Donc c'est la raison pour laquelle il n'avait pas joué le match précédent. Et après, oui, il s'est fait choper à l'aéroport Ouais, avec un voilà. port un peu de weed et c'est pas légal au Texas, hein. En Californie, ça marche bien, mais au Colorado aussi, mais pas au Texas. Voilà. Donc avant le match, d'ailleurs, il s'est adressé aux médias. Il a dit, je prends toute responsabilité, j'ai merdé et tout. Donc j'ai trouvé que c'était assez bien de sa part. En mode, ok, j'ai fait l'erreur, on passe à autre chose. Et puis il est bien passé à autre chose. Ça, il n'y a rien à dire. Il Le nous fait. commentateur d'ailleurs l'a appelé, je vais garder cette expression, d'ailleurs je la trouve très bien, il l'a appelé Kyrie Junior. Ah, Je trouve ouais, ça ouais. très bien. Ouais. Du coup, et c'était vraiment Kyrie Junior, je trouve, sur ce match-là. Il y avait quand même des moves, tu vois, dans ces changements de direction et les changements de main qu'il a en l'air. Il y a un peu, alors, c'est un mini Kyrie Irving. Donc le Kyrie Junior, j'aime bien l'idée. Et ouais, effectivement, il a vraiment brillé dans ce match contre la réserve d'Indiana. Mais quand même, il met 20 points. Il a été déclencheur de plein d'actions très positives. Et il a, entre les shoots extérieurs, le passing et surtout le jeu de pénétration, malgré sa toute petite taille, euh, il a été au moins co-MVP du match, je trouve, avec l'ami Ouais, Dwight Powell. Ouais, clairement. 20 points, 9 sur 14. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'il attaque le cercle et il va nous chercher des paniers, un peu, comme tu dis, à la Kyrie Irving. C'est un des styles, finalement, que les autres meneurs de l'équipe n'ont pas, Quentin. Et puis c'est facile d'attaquer le cercle de Indiana actuellement, si on va pas se mentir. Il y a tellement personne. Et on l'a moins vu hier. À un moment, je crois que c'est contre Isaiah Stewart, il s'est mangé un contre très 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 méchant. Donc il a vu que l'adversaire était faible de ce point de vue-là, il a attaqué. Ouais, je suis assez d'accord. Le côté mini Kyrie, notamment sur la manière dont il arrive à bien provoquer des fautes ou à bouger le ballon quand il est en l'air et tout, c'est même très joli à regarder. Donc j'espère qu'il va pouvoir continuer. Sa petite taille est quand même assez flagrante sur le terrain. Et oui, les autres meneurs n'ont pas vraiment ce style-là. Jaden Hardy, qui a quelques minutes, est quand même dans un registre tout très très différent, je trouve. Il confirme les bonnes choses qu'on a dit de lui en fin de saison l'an dernier. En tout cas, ça fait plaisir de le revoir. Alors, un joueur, en revanche, qui n'a pas brillé dans ce match, c'est Klay Thompson. Et je voulais qu'on parle de lui sur ce match-là, parce que c'était vraiment compliqué. Et depuis le début de saison, là, je regardais son pourcentage à 3 points, il est à 29%. Donc, je pense que ça va s'améliorer, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui lui arrive avec Klay Thompson? Il est vraiment en manque de confiance, Nico. Ouais, je suis un garçon patient, je suis un garçon patient, je suis un garçon patient. Je commence à arriver un peu à mes limites de la patience là, avec les Thompson. Il y a plusieurs choses. Bah, il y a une maladresse, tu vois. Donc en fait, quand tu es un shooter exclusif extérieur et que tu mets pas dedans, bah, tu ne sers plus à grand-chose, honnêtement. Et puis là, il est en crise de confiance, donc honnêtement, il a des pourcentages catastrophiques. Mais bon, ça peut arriver. Moi, ce qui est vraiment emmerdant, c'est qu'il fait que ça, en fait. Vraiment, je le trouve très absent défensivement, je le trouve en galère, même pas dans la création parce qu'il sait pas faire. Ouais, ça devient vraiment embarrassant. Et d'ailleurs, Jason Kidd le limite dans ses minutes. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Il s'entête pas à le faire jouer beaucoup. Ça fait plusieurs matchs où du coup, il est à 20 minutes. Et honnêtement, je sais pas si c'est un manque de confiance ou si c'est juste qu'il en a pas grand-chose à foutre d'un début de saison régulière. Peut-être c'est les deux.
Parce que pour le coup, le nombre de tirs qu'il continue à prendre, pour moi, il a confiance en son tir, mais il devrait pas, quoi, limite. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas vraiment en très bonne forme. Ça devrait remonter. Moi, ce que je note vraiment, c'est que Kidd n'hésite pas à le faire moins jouer qu'un Max Christie, et ça, j'aime bien. Voilà. Il y a le côté statut pour start, mais pour le reste, t'es pas bon, bah écoute, tu joues moins, et ça, c'est bien. Pour essayer de lui trouver des circonstances atténuantes, Quentin, il joue avec ce 5 de départ finalement, donc il a au moins la moitié de 6 minutes qui est sans meneur. Est-ce que c'est ça le problème? On devrait le faire jouer avec D'Angelo Russell au lieu de le faire jouer avec ce 5 sans meneur. En fait, dans tous les cas, ça serait un problème parce que tu n'arrives pas à avoir des shoots d'une qualité que tu as quand tu as un Kyrie Irving qui joue avec toi, et je ne parle même pas d'un Luka Doncic, tu vois. Donc évidemment qu'il a des tirs qui sont bien plus défendus que quand il a des vrais meneurs et des vrais dangers à côté de lui, ce qui explique en partie les mauvais pourcentages. On va pas mettre juste sur le côté qu'il est pas en confiance, qu'il s'en fout des machins. Ça joue. Après, est-ce que un D'Angelo Russell à côté changerait foncièrement le truc? Possible un petit peu, je pense pas non plus énormément. Donc je pense qu'il faut pas non plus, faut laisser les choses venir, ça va s'améliorer petit à petit parce que 29% ça lui ressemble vraiment pas. Et puis quand ça marche pas, ça marche pas. Hein. Enfin, un peu comme ce que Tim Hardaway Jr. on faisait ça à l'époque. Hein. Les matchs où il était 100, bah, il jouait moins. Hein. Et c'est très simple à gérer d'ailleurs. Donc voilà. Je trouve que Jason Kidd gère bien le truc quand même, hein. Je trouve qu'il envoie, il fait pas la révolution de palais, tu vois, il le laisse dans le 5. Par contre, les messages envoyés, c'était le cas notamment contre Indiana, c'était assez clair, hein. Même contre, c'est là où c'est vraiment emmerdant, c'est-à-dire que même contre des joueurs, même contre des two-way, des Pacers, tu le sentais pas à même de prendre le dessus. Donc là, pour ça, je parle d'embarrassant. Et d'ailleurs, on l'a pas dit, mais c'était un match, moi je l'ai regardé en direct, en termes de tension et de stress, on était pas mal dans ce match, hein. C'est-à-dire que tu as l'impression, les 4 dernières minutes, les 5 dernières minutes, qu'ils faisaient à peu près tout pour réussir à le perdre, ce match. Malgré l'avance qu'ils avaient, qui fondait comme neige au soleil, là, 9 points, 8 points, 7 points, 6 points jusqu'à la dernière seconde. Enfin, c'était vraiment un match où tu te dis, mais attends, on va vraiment le perdre celui-là, là, parce qu'on fait tout pour le perdre, hein. La dernière seconde, là, c'était un lancer franc raté intentionnellement. Et là, Indiana récupère la balle et il y a un tir ouvert à 3 points. On se dit, c'est pas possible. Tu peux pas demander mieux que le tir. Ouais. Ah, j'ai vu. Honnêtement, pour moi, c'était perdu. Enfin, et ça aurait pas été immérité quand tu vois ce que les Pacers ont fait avec leur effectif. Enfin, les gars, il y a le mec qui est le triple champion du concours de dunk qui a quand même joué 13 minutes. Et il a pas été dégueu en plus. Enfin, pour vous montrer à quel point les Pacers, il y a personne. C'est terrible, terrible pour eux. Et du coup, je crois qu'ils ont toujours pas gagné. S'ils ont gagné un set. Ils ont gagné, justement. C'est pour ça aussi que moi, je reste team verre à moitié plein. C'est que malgré tout, ils ont gagné ce match dans la difficulté. C'était pas très joli, hein, c'était pas le plus beau match. Il y avait beaucoup de tension, c'était pas très joli. Ils ont finalement gagné le match. Hier soir, les Pacers jouaient les Warriors et ils ont tapé les Warriors. Donc à la fin, tu regardes statistiquement les matchs que tu as gagnés et que tu as perdus. On l'a gagné. C'était pas joli, c'était pas terrible. On a fait le perdre, mais on l'a gagné. Et bah, tu vois, les Warriors, ils peuvent pas dire la même chose hier soir. Yep. Et les gars, sur Klay Thompson, désolé, je reviens là-dessus parce qu'il y avait un autre point que je voulais faire, c'était que il est comparé à Max Christie, qui lui fait un début de saison extraordinaire, enfin pas extraordinaire, mais un très bon début de saison. Et donc cette comparaison, elle est compliquée. Et parler un petit peu de Max Christie, qui est très efficace au tir, qui défend bien. J'adore sa défense à l'extérieur. Ça fait plaisir, hein, finalement, de voir ce. Je refuse cette comparaison. Excuse-moi, mais je refuse cette comparaison. Je trouve qu'ils n'ont absolument rien à voir. Je trouve que, à part dans la capacité à mettre des tirs extérieurs, je trouve que c'est à peu près la seule chose qu'ils ont en commun. Max Christie peut défendre. C'est pas un défenseur élite, mais tu vois qu'il met beaucoup d'efforts dans la défense. Je sais qu'il cherche aussi, qu'il sait faire des bonnes passes. Je le trouve beaucoup plus créatif. Et je trouve qu'il montre beaucoup plus d'envie. Tu vois, c'est pas juste il est à droit à l'extérieur. Effectivement, il a droit à l'extérieur en ce moment, mais ça va monter, ça va redescendre. Je le trouve beaucoup plus complet que Klay Thompson, que je trouve honnêtement une caricature de lui-même en ce moment. Quand tu as un mot sur Max Christie. Bon, tu as dit à peu près tout ce que je pense. Je n'irai pas jusqu'à dire que les deux sont pas du tout comparables, parce qu'au contraire, il y a quand même, je trouve, certaines choses où on peut les rapprocher. D'ailleurs, c'est pour ça que je préfère n'en avoir qu'un sur le terrain, et en ce moment, c'est clairement Max Christie. J'aime beaucoup ce qu'il développe à l'angle 0. Où je suis assez serein quand je dois prendre un tir à l'angle 0.
Ça fait très souvent filoche. Et puis dernièrement, il nous a fait un petit peu des pénétrations dans la raquette avec 2-3 flotteurs. Je me dis, c'est intéressant. Et puis surtout, bah voilà, il y a l'âge aussi qui joue. Il y en a un, tu as envie de le voir aussi travailler parce que tu sais qu'il va progresser, tu sais qu'il a envie, il a encore rien fait en NBA. L'autre qui a plus rien à prouver, qui est sur la pente descendante et qui en a, je pense, pas grand chose à branler de la saison régulière. Donc, en fait, on revient sur le sujet de je suis content que Kidd ne donne que 20 à Clay et qu'il nous donne 30 plus, voire à Max Christie. Donc, c'est bien, Max, continue comme ça. T'as mérité ta place dans le 5 titulaire là, quand on a des blessés comme ce qui s'est passé cette nuit. En tout cas, il a tout pour avoir sa place dans la rotation des Dallas Mavericks cette saison. Quand je dis qu'ils ne sont pas comparables, je dis qu'ils ne sont pas comparables en 2025. Hein. Peut-être que le Clay de 2018 avait un jeu similaire, mais je m'en fous en fait. On n'est pas en 2018, on est en 2025. Clay 2018 est quand même bien meilleur que... Enfin là... Je suis bien d'accord, je dis juste, je veux pas me rattacher. J'ai l'impression que les Tossons, on se rattache constamment au passé. C'est pas une très bonne nouvelle, c'est quand tu regardes constamment dans le rétroviseur. Hein. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est les matchs à venir et c'est 2025 et c'est cette saison-là. Et en 2025, sur cette saison-là, j'espère vraiment qu'il va réussir à monter la pente. Bon, allez, les gars, on passe au match de début de semaine. C'était contre Oklahoma City. Et là, c'était un match que les Mavs perdent, mais on avait vu finalement du mieux, surtout en défense. Alors, je rappelle le score. C'est une défaite 101-94. On a failli garder Oklahoma City sous la barre des 100 points. Quand j'ai regardé ce match, je me suis dit, les Mavs ont bien joué, ils ont juste été maladroits au tir. Est-ce que mon analyse est trop simpliste, Quentin ? Elle est un peu trop simpliste, mais elle est juste. C'est le meilleur match de notre équipe pour moi sur le début de saison. Et c'est de loin le match qui m'a fait avoir le plus d'espoir pour la suite. Alors oui, on n'a pas eu de réussite au tir. Clairement, Oklahoma aussi, faut pas oublier. Faut pas oublier qu'eux aussi ont été très, très mauvais à 3 points. Mais ce qui est sûr, et qui est très intéressant, c'est vraiment cette fin de match où on a vu, alors qu'on pensait qu'on était enterré, les joueurs répondre, tenir tête à l'équipe qui est championne en titre. Il leur manque quelques joueurs, nous aussi. J'ai beaucoup aimé le leadership d'Anthony Davis. J'aurais aimé en voir encore plus, mais de ce que j'ai vu, c'était bien. Donc vraiment, cette défaite, je l'ai vécue super bien. À la fin, on a perdu et c'est peut-être le match où j'étais le plus content, vraiment depuis ce début de saison. Parce que on a fait de la merde contre Washington, qu'on a failli perdre contre l'équipe 8 d'Indiana, tu vois. Là, on a tenu tête à OKC et c'est un très bon signe pour la suite, même si ce n'est que de la saison régulière. Ok, ici, il marque 14 points dans le 4e quart-temps. Hein. Quand même, on les garde à distance. Il y a eu un méga run en fin de match et moi, j'y ai cru à un moment donné. J'y ai cru. C'était quand même très serré, hein, mais moi je suis content parce que en plus pour un match en back-to-back, hein, on va quand même se rappeler ça. Hein. Et ce qu'on s'était dit dans l'émission là qu'on a enregistré 1 heure avant, là, on espérait qu'on verrait un grand Anthony Davis face à une grande adversité, et c'était exactement le cas. Pour moi, je pense que c'est le meilleur match d'Anthony Davis depuis le début de saison. Donc, tu as raison, il était sur sa production sur le terrain, mais aussi dans le leadership vocal. Je l'ai trouvé vraiment super bon et c'est pas passé très loin. Alors après ils ont laissé je pense que tu es maladroit aussi parce que tu laisses beaucoup de gomme dans ton intensité défensive et tu finis fatigué, donc du coup tu es probablement moins lucide dans ton tir, mais ils ont fait un match très sérieux, très solide et là tu vois, quand tu vois ce niveau, tu te dis que l'équipe peut aller là, à ce niveau d'intensité là, tu te dis ok, il y a un monde meilleur qui est possible quoi. Ils sont capables de franchir des paliers qualitatifs. Tout à fait. Et en plus de AD, on a eu, j'ai trouvé que on n'a pas eu que lui. Quand PJ Washington, Max Christie ont répondu présent, ce qui a manqué, je pense, là pour le coup, au contraire, D'Angelo Russell nous a fait un match plus difficile au tir. Mais au niveau de la circulation de balle, il était là. Ça, c'était un bon point. Donc, faut qu'il garde le scoring qu'il a pu avoir cette nuit et la vision qu'il a eu face à OKC. Moi, elle m'a beaucoup plu. Il finit avec 9 ou 10 passes D. C'est des points positifs face à des grosses équipes qui savent aussi très bien défendre. Il y en a un qui a été en souffrance dans ce match, et c'était la première fois qu'on le voyait en souffrance comme ça, c'est Cooper Flagg. Le niveau physique, d'intensité physique qui était donné par OKC a limité la créativité de Flagg. Il a eu vraiment du mal en attaque. Il était à 2 points sur le match. C'est la première fois qu'on le voit souffrir. Là, c'est vraiment un niveau, le niveau d'au-dessus, Nico. Ouais, il y a plusieurs raisons. Je pense que c'est son premier back-to-back, si je dis pas de conneries.
Il a 18 ans et puis en face, c'est des Golgoth. Enfin, franchement, en face, c'est une intensité défensive, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. La défense d'OKC, c'est quand même super spectaculaire. Et malgré les quelques joueurs en moins, ça restait super spectaculaire. Mais ouais, il s'est bien bouffé le rookie wall, là, comme on dit, hein. Et c'est normal, ça va arriver, c'est pas grave en fait. C'est juste que bah, on a besoin de Cooper Flag, il joue 30 minutes, on a besoin de lui. Mais il y a des matchs comme ça, et ben voilà, il va se bouffer le mur, il va être dans le dur. Et effectivement, il était bien dans le dur à tout niveau, l'ami Cooper Flag, hein. Je pense que c'est un vrai débat. Est-ce qu'on a besoin de lui ou pas? Je suis pas sûr qu'on ait besoin de lui en tout cas maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de le faire jouer pour le futur. Parce que pour le match face à OKC ou pour le match cette nuit face à Détroit, je suis pas sûr qu'on avait vraiment besoin de lui pour aller chercher une victoire qu'on aurait peut-être pu aller chercher. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il apprend tellement dans ces confrontations que c'est bien en fait c'est bien de le faire jouer. Que ce soit face au Kessie ou hier face à Détroit, je crois qu'il commence 0 sur 3 au tir avec 2 airballs. Voilà, il y a des moments, c'est compliqué, mais je pense vraiment qu'il apprend parce qu'il a tellement une force, une persévérance pour apprendre et tout, qu'en fait, ça peut lui faire aussi que du bien de se heurter à du très haut niveau comme ça, dans une équipe entourée de vétérans qui vont savoir aussi le coacher dans ces matchs compliqués. Ouais, ça fait partie de l'apprentissage Bien sûr. de sa saison rookie. Sous-estimons pas le décalage physique, hein, que ce soit un des points quand même, je trouve quand même entre OKC et Détroit, c'est pas la même équipe, mais à Détroit, il y a quand même une intensité physique. Enfin, on a parlé de Jalen Duren, tu tapes des mondes comme Isaiah Stewart, qui est une espèce de Golgoth XXL, le frérot Thompson, enfin franchement, il a 18 ans, tu vois, enfin à un moment là, il y a un décalage physique, c'est normal, hein. C'est ça. Tu le Il voyais faut dans se souvenir de... hier, il tirait la langue, tu vois. Vraiment, tu le Ah voyais en ouais, fin de match. Il était épuisé, tu vois. Vraiment, il galérait à retrouver son souffle, hein. je sais pas si c'est pas l'altitude d'ailleurs, parce que c'est très haut, hein, Mexico City, et il avait l'air mais fatigué. Enfin, je pense qu'on l'a tous vu, dès qu'il y avait des arrêts sur image, on voyait qu'il il reprenait son souffle. Je l'avais jamais vu encore comme ça. Donc oui, oui, clairement, faut se souvenir de son âge, hein. Souvenez-vous la gueule de Chet Holmgren, de Wembanyama, de Gobert, enfin voilà, des gens. Il va encore grandir, il va prendre du poids, donc toujours pas d'inquiétude, mais il faut souligner, voilà, les mauvais matchs, il faut les souligner. Parce qu'il y en a, hein. Bon, les gars, les Mavs sont 2 victoires et 4 défaites, mais malgré tout, dans ce podcast, je nous ai trouvés assez, pas optimistes, mais on se tient à tout ce qui est positif. Il faut dire quand même que c'est un petit peu inquiétant. Deux victoires contre des équipes faibles et des blessures. Et donc j'aimerais qu'on nuance un petit peu le début de saison là, parce que c'est vrai que je nous ai trouvé assez souriants et toujours optimistes là, dans cette émission. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence, moi je suis toujours en phase avec ce que j'avais dit, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment du mal à être à 50% et qu'avec Kyrie qui va revenir, on va arriver tranquillement à 50% à la fin de la saison. Mais honnêtement, viser un match sur 3 par semaine, en gros c'est le minimum ce qu'on doit viser, mais c'est pas non plus déconnant quand tu vois l'adversité qui est autour. Moi ce qui me fout vraiment la haine, c'est de perdre contre Washington. Ça vraiment, ça je l'ai toujours en travers de la gorge. Mais voilà, je pense que ce début de saison va aussi faire prendre conscience à beaucoup de gens que, bah oui, l'effectif a beaucoup de points faibles et que, voilà, il va falloir qu'on s'accroche à certaines victoires clés pour pouvoir survivre jusqu'au retour de Kyrie qui sera peut-être en 2025. Nico, toi, tu es verre à moitié vide ou verre à moitié plein? Tu nous as dit que tu étais verre à moitié plein là. Répondu, j'étais vers à moitié plein, mais je nuance parce qu'on a des circonstances atténuantes. Parce qu'on a quand même un début de saison Kyrie, on savait. On a perdu Anthony Davis, on a Lively qui est encore blessé, on vient juste de récupérer Gafford, on a Exum qui n'a toujours pas vu la couleur du terrain. Enfin, on a quand même pas mal de forces vives qui sont pas là. On parlait d'embouteillage à l'intérieur, bah là en fait c'est complètement l'inverse. On se retrouve même à avoir le héros Dwight Powell là, qui sort de sa boîte. On a quand même beaucoup de circonstances atténuantes et on perd des matchs. Je mettrai de côté les 2 premiers où je pense qu'on s'est fait rouler dessus. Le reste, quand même, on perd, effectivement. On perd contre Détroit, on perd contre pas Washington, contre OKC. Mais on est sérieux dans l'opposition, ça se joue à pas grand-chose. Donc moi, je reste relativement optimiste parce que je trouve que déjà, l'équipe est sur une ascension positive. On est parti très très bas, mais alors à un niveau, je me dis, waouh, on part. C'est quoi cette saison-là? Je nous trouve quand même dans une lignée avec beaucoup de joueurs clés en moins. Je ne trouve pas si mauvais que ça. Et je trouve aussi qu'on a des mecs comme Klay Thompson, j'espère quand même qu'ils vont remonter un peu et ils peuvent pas descendre beaucoup plus bas honnêtement.
J'espère qu'ils vont réussir un peu à hausser le niveau de jeu. Donc je vois quand même des raisons d'être positif. Après, statistiquement, être 2-4, bah, Houston à venir, oui, c'est pas effectivement ce que je rêvais. J'avais annoncé 50 victoires, donc je suis assez loin. En Mais étant fait tout à domicile, hein, en plus. Tout à domicile. Donc Non, là, c'est cette vrai. semaine, quatre matchs cette semaine à venir. Là, premier match à l'extérieur, on va dire, si on compte pas celui à Mexico City, donc c'est contre Houston, à Houston. Ensuite, retour à la maison contre New Orleans. Et ensuite, 2 matchs à l'extérieur, en back-to-back, à Memphis, à Washington. Les gars, j'aimerais que les Mavs fassent 2 victoires, au moins 2 victoires cette semaine, s'il vous plaît. Ah oui, oui. Quentin. Le programme est quand même assez simple et ça me fait très peur pour la suite. En fait, là, on a déjà plus Washington. À partir de la fin de la semaine, on ne joue plus Washington de la saison. C'est peut-être le genre d'équipe qu'en fait, tu as plus envie de taper en fin d'année, quand ils sont en train de tanker, pas quand, tu vois. Non, c'est chaud, parce que là, on affronte déjà des mauvaises équipes. C'est-à-dire qu'en fait, les très fortes équipes, elles arrivent par la suite. Il faut au moins en choper 2. New Orleans et Washington, pour moi, c'est un no-brainer. Et puis Memphis, on va voir, hein, c'est compliqué en ce moment. Ça serait bien qu'on essaie d'aller les titiller. Houston, ça me semble compliqué, mais on verra, hein. Mais je pense que Sengun, ceux qui jouent à TTFL, ça peut être un très très bon pick, hein, parce que quand je vois ce que Jalen Duran nous a mis, waouh, j'ai très peur, hein, de ce que Sengun va nous mettre à l'intérieur. Donc bon, viser au moins le 2/4 sur la semaine à venir, parce que des programmes aussi faciles, on n'en aura pas souvent. Si on avait l'effectif au complet, hors Kyrie évidemment, j'aurais été assez optimiste sur un 3/4. Là, une nouvelle fois, il nous manque tellement de joueurs que c'est difficile de savoir exactement le résultat. T'as raison, pour moi c'est minimum 2/4 parce qu'on est quand même sur des équipes. New Orleans, on est quand même à 0,5. Hein. Les amis des Wizards, comme t'as raison, une seule victoire c'était contre nous, 1-4 ou Ouais. 1-5. Memphis, on a vu les gentils bons mots de Ja Morant hier soir face à son coaching staff qui a l'air très épanoui aux Memphis Grizzlies. Donc on prend quand même 3 équipes qui sont quand même plutôt dans le dur, hein. Donc si on ne sait pas en profiter, on se met vraiment dans la difficulté. Ok les gars, merci d'avoir écouté Howdy Mavs. Chers auditeurs, dites-nous si vous êtes dans la team verre à moitié vide ou si vous êtes dans la team verre à moitié plein. En tout cas, on va suivre là cette semaine les 4 matchs dont on a parlé. Puis on vous donne rendez-vous à très bientôt. Salut. Allez, salut tout le monde. Salut!